Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot? C'est parti! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Katou Tarot dans le podcast La Pépite. Katou, c'est un esprit libre dans la sphère tarologique francophone et j'avais très à cœur de pouvoir l'accueillir sur un épisode parce que ce qu'elle porte, la voix qu'elle mène, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Tout ce qui est autour de la diversité, du respect de l'autre, du respect de soi-même, accepter l'autre, s'accepter aussi tel que l'on est. Tous ces sujets qu'elle arrive à mettre autour de sa pratique tarologique, pour moi, ça fait tellement sens et j'avais tellement envie de la faire venir. Elle a dit oui, c'est vraiment, je suis vraiment très honorée. J'ai été impressionnée aussi de l'interviewer, je peux te le dire. Et on a embarqué dans cet épisode, tu vas voir, finalement, on s'est tellement laissé emmener que c'est pas un épisode, mais c'est 2 épisodes qu'on te propose. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Katou va nous parler de son parcours de féministe, d'apprentissage du tarot aussi. Alors, comme elle est féministe et historienne, c'est vraiment particulier justement cette vision qu'elle a, qui est unique dans ce qu'elle porte comme proposition autour du tarot. Tout ce qui lie en fait tout ça, elle va nous l'expliquer là aujourd'hui dans l'épisode, c'est vraiment passionnant. Et puis, autre partie de l'épisode qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi sa pratique tarologique, les arcanes avec lesquels elle est connectée et comment, justement, tu verras comment elle emmène ses tarots dehors et comment elle nous conseille un petit peu aussi pour pouvoir en faire de même si ça nous tente. Ça, c'est la première partie pour aujourd'hui et la semaine prochaine, en partie 2, Katou nous parlera de diversité autour du tarot, de tout ce qui a trait aux représentations humaines dans le jeu. Alors là, vraiment un épisode incroyable. Donc on a scindé en fait la grande interview qu'on a faite toutes les deux en 2 épisodes. Et je t'emmène tout de suite dans l'épisode avec cette partie 1. On laisse la parole à Katou. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Katou et bienvenue dans cet épisode de La Pépite. Coucou. Coucou. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de t'accueillir sur le podcast. Cette interview, j'en rêvais. Et tu as dit oui, c'est génial. Merci. Ah, je suis vraiment ravie, mais c'est très sincère et du fond du cœur de t'accueillir. On va faire un épisode de folie. On va parler d'inclusivité. Yeah! Inclusivité, tarot, art, ça va être du feu. On est parti. Et On parce est que tu sais ce que parti. j'ai tiré comme carte sur qu'est-ce que je peux apporter? Le 8 de bâton. Parce que j'ai tiré mes petites cartes tranquillement, avant de commencer. Et le 8 de bâton, ça c'est quand même du feu assez énergique, c'est plutôt bon signe. Ah bah là, on est en plein dans la puissance d'action, ça avance dur, hein. Donc un épisode sous le signe du 8 de bâton, ça c'est cool. Ouais, Ça c'est vraiment cool. j'aime bien l'idée, plus que la vitesse qui est souvent associée, mais cette espèce d'idée de révélation, de fulgurance dans la pensée ou dans ce qu'on arrive à assembler qui nous permet d'avancer avec notre propre pensée. Donc ça m'a plu dans cette idée que les gens allaient pouvoir juste se saisir des petites pépites qui étaient intéressantes pour leur propre parcours. Et puis qu'après, voilà. À côté de ça, j'ai le chariot et l'impératrice, donc on est bien servi, ça va. Oh, on est bien entourés, j'adore le chariot! Oh là là! Regarde, chariot du théâtre. C'est un chariot qui est vraiment spécial. Tu as l'impression que la personne porte le chariot sur son dos. C'est peut-être pas tenable sur la longueur, mais c'est Ça plutôt fait un chouette. peu un chariot à la façon 10 de bâton là quand même dans ce jeu, non? Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. Sur le comment, je pense que ça a quand même un truc de peut-être pas trop faire dans la dentelle et aller délivrer son point de vue et puis, permettre aux personnes en face, en plus avec l'impératrice qui est la créatrice dans ce jeu, de se servir, de ce qui va, leur servir et puis, de ne pas trop, s'embêter avec le reste non plus. Tiens, redis-nous le nom du jeu? C'est le Fias Tarot, c'est le tarot de Théa qui est épuisé, mais en ce moment apparemment, il y a des gens qui arrivent à le trouver à un bon prix sur, les sites de seconde main. Donc, miracle, le Théa ressort dans les circuits du tarot alternatif. Ah génial! Oh là là, bah, on va essayer de voir ce que ça donne si on va sur ces sites-là pour, parce que vous l'avez pas vous l'image, mais c'est un tarot qui est en noir et blanc, hein? De ce que tu m'as Ouais, partagé c'est là? un tarot, gravure comme ça. Mmh, Vraiment fait technique à l'ancienne dans les années 84, ouais. en 84, donc on n'avait pas les toutes les techniques qu'on a maintenant. Elle est très artisanale aussi dans sa façon, d'aborder le tarot en général et que ce soit dans les significations des cartes ou au niveau technique, donc c'est agréable. Donc on est placé sous le signe, du 8 de bâton, du chariot et de l'impératrice. Bah, franchement, ça va dépoter. Katou, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Bien sûr. Ouais! Bah, déjà pour les aspects, les plus anodins, j'ai 37 ans. Je vis à Bruxelles, en Belgique. J'ai toujours vécu en Belgique, donc voilà, pas toujours à Bruxelles, je viens de la campagne et je suis en ville. C'est quand même assez important aussi, je crois, sur qui je suis, la tension entre les 2 et le fait d'avoir besoin des 2 pour m'épanouir. Donc ça, c'est, pour les aspects, quotidiens. Je vis aussi avec 3 chats et mon amoureuse, donc voilà. Hem, j'ai, hem J'ai fait une ce qui va informer cet épisode, c'est que j'ai quand même un parcours féministe ancré dans le féminisme et que ce soit, depuis que je suis enfant ou adolescente, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle et sur lequel je m'interroge, même si c'est un cheminement conscient et constant et que, celle que j'étais, il y a 10 ans, c'est pas celle que je suis maintenant et et ainsi de suite évidemment par rapport à tout ça. Mais c'est forcément une lunette, un angle d'approche que j'amène dans tout ce que je fais. Donc du coup, mon parcours de ce côté-là, ça s'est ça s'est formalisé dès mes études en histoire, où j'ai essayé de ramener un maximum d'aspects, d'études de genre et d'approches féministes dans ce que je faisais. Par exemple, j'ai fait mon mémoire, tu sais, sur l'histoire des concours de beauté. C'est quand même assez rigolo, quoi, par rapport à à ce qu'on va traiter ici parce que, bah, je parle aussi des normes corporelles et des représentations dans le tarot, donc c'est vraiment marrant de se dire que sur cette vingtaine d'années, en plus, il y a vraiment une continuité, quoi, dans les dans les choses que je ramène et directement après mes études, j'ai travaillé dans l'associatif féministe, dans le domaine des études de genre et à la croisée entre l'associatif, l'artistique, le militantisme, pas trop institutionnel et puis aussi, l'académique. Donc je fais pas de recherche et la recherche, c'est vraiment pas mon truc, je déteste ça, j'ai plus ce côté, un peu brute certainement dans ma démarche et pas toute la méthodologie de la recherche, pas trop mon truc. Mais donc j'ai quand même grandi en tant que, bébé féministe, dans dans ce milieu-là, qui m'a beaucoup construit parce que j'étais quand même nulle part quoi au début, quand je suis arrivée là, quand j'avais 23 ans. Mais ça m'a permis de comprendre aussi, la mise en action du féminisme et des questions queer et des questions intersectionnelles et les difficultés aussi, hein, à mi-chemin entre l'institutionnel et les trucs beaucoup plus, organisés collectivement, spontanément, non hiérarchiques et puis les ponts entre les 2 et tout. Et la question de la transmission, j'ai du coup grandi en tant que petite féministe dans la vingtaine avec des féministes assez historiques, qui étaient, très, soucieuses de transmettre, l'histoire des luttes et ce qui a fonctionné et ce qui a pas fonctionné, ce qui me rappelle sans cesse, l'importance de transmettre, dans la bienveillance et de voir aussi, nos questionnements, évoluer et comment on peut les passer et tout ça. Donc voilà, ça c'était l'aspect plutôt, comment j'ai commencé à baigner dans le féminisme pour me forger, mes opinions par rapport à tout ça. Et puis ce qui fait que qui m'a plus amenée directement dans les thématiques que je vais ramener maintenant, quand j'observe le tarot, c'est que,
vers 2012-2013. J'étais dans plusieurs collectifs et j'ai notamment cofondé un collectif à Bruxelles qui s'appelait Fat Positivity Belgium. Donc, positivité grosse. Je ne revendiquerai pas forcément ce terme maintenant, mais c'était important pour nous à l'époque. Donc, je suis restée active pendant quelques années dans tout ça. Et c'est vrai que du coup, bah, penser l'oppression des personnes grosses et créer du lien entre des personnes grosses alors qu'on est censé s'excuser d'être grosse ou vouloir ne pas l'être, tout faire pour ne plus l'être, c'était vraiment très très important aussi en tant que de revendiquer ça pour créer du lien, créer de l'expérience et se réapproprier nos savoirs à partir de groupes de parole qui nous permettaient de sortir d'une vision pathologisante, hein, donc ultra médicalisée, il y a un problème avec le corps, etc. Puis de rassembler nos expériences et nos expériences de la grossophobie. Donc ça, c'est vraiment les choses qui vont le plus informer qui je suis au moment où, 3-4 ans plus tard, je commence à m'intéresser au tarot, donc c'est en 2016. Et m'intéressant au tarot, bah, j'arrive et je fais: Jodorowsky, mais c'est quoi ce truc?» J'essaie de lire 10 pages et je suis en mode, il y a un moment, il va falloir arrêter de parler d'éjaculation, toutes les 2 4 et compagnie. C'est genre, j'ai l'impression de vraiment j'hallucine quoi, parce qu'on me dit qu'en plus c'est un tarologue plutôt féministe et tout. Bah, je lis 3 pages et je suis: non». Et c'est là, j'ai directement je suis allée sur les moteurs de recherche pour, chercher tarot féministe et je me suis rendu compte que ça existait, mais plutôt du côté anglophone à l'époque, hein. Maintenant, la sphère tarot est tellement plus riche que c'est beaucoup plus facile de trouver des approches alternatives. Et donc j'ai directement, parce que j'ai flashé pour le tarot, j'ai adoré cet outil, ça me plaît beaucoup, mais j'ai directement aussi eu envie de partager mes questionnements et voilà, ça m'a aussi fait, grandir en tant que, au niveau artistique, au niveau de ma démarche, au niveau de mon travail sur, les représentations, l'intime, la poésie, donc c'est des choses qui vont sans cesse, se nourrir. J'ai bien aimé, je regardais une vidéo là, il y a 2 jours et le terme qui était utilisé, c'était la, cross comme si on se pollinisait, de façon transversale comme ça et et j'aime bien ça parce qu'on ramène à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle discipline ou dans un nouveau champ ou quelque chose, on ramène nos propres, points de vue et tout notre propre, les corpus et les expériences qui nous ont nourris et que c'est grâce à ça qu'on étend aussi, chacun de ces champs et donc j'aime bien ce que le tarot comme porte d'ouverture ramène au féminisme ou au queer plutôt et inversement et voilà. J'ai envie C'est de continuer ça et d'inspirer passionnant. là-dedans. Comment t'es arrivée au tarot? Alors, tu dit c'était en 2016. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, s'est passé? c'est vraiment rigolo. J'avais que les visions très, très clichés du tarot, pop culture, vraiment, enfin les clichés, sur, voilà, on t'annonce que tu vas mourir dans le mois ou des trucs comme ça, donc j'étais pas particulièrement intéressée et je pense que c'était en 2014 au Grand Palais, il y avait une ex à Paris, il y avait une expo Niki de Saint-Phalle et je suis allée avec une amie parisienne, voir cette expo et j'ai découvert le travail de Niki de Saint-Phalle, sur le tarot à travers ce très grand, jardin que cette donc c'est une artiste qui fait des sculptures monumentales. On connaît surtout, ces gigantesques nanas, par exemple et là, en quelques mots, je découvre, via une vidéo ou bien les textes de l'exposition qu'en fait, elle avait une approche plutôt, archétypale du tarot et qu'elle les voyait comme, elle voyait les 22 arcanes, elle travaillait surtout avec les 22 cartes comme le reflet de nos expériences intérieures, de nos voyages intérieurs et tout. Là, j'étais vraiment touchée parce que ça m'a étendu ma vision. Alors je suis pas restée là-dedans forcément ou uniquement parce qu'avec le tarot, on évolue tout le temps et nos conceptions, elles évoluent et c'est aussi ça qui est génial. Mais ça a vraiment mis un truc dans mon esprit et j'étais aussi en mode: «Oh, j'ai envie de prendre du recul par rapport à ma thérapie», mais je voyais un jungien et dans les intérêts que je voyais dans sa pratique, c'était aussi de travailler avec les rêves, toutes ces choses et là, j'avais l'impression que j'avais une possibilité de rester ouverte à cet univers-là, tout en m'autonomisant. Donc ça a encore pris, du coup, 1-2 ans avant que je commence à m'y mettre, mais du coup, j'avais plutôt cette volonté-là d'introspection, de voir en quoi ça pouvait être le reflet des rêves ou de, mmh, de ma vie intérieure, tous ces trucs. Et puis bon, dès que j'ai commencé le tarot, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche, qu'il y avait moyen de faire tellement de choses. Mais, oui, c'était devenu un petit truc qui était tout le temps dans un coin de ma tête à partir du moment où je l'ai vu.
ça travaillait. Je savais qu'à un moment, il faudrait que j'essaie, que j'ai ces cartes entre les mains et que je vois ce que ça pourrait donner. Alors, tu as démarré avec quel type de jeu? Bah, du coup, c'était peut-être ça qui me coinçait le plus. Je savais pas du tout par où commencer, j'y connaissais rien. Je pense que j'avais même pas regardé sur des moteurs de recherche, j'attendais un peu la petite synchronicité, que quelqu'un me disait: «Au fait», mais c'est pour ça que je me laissais porter, je me laissais le temps et donc bah, j'ai tenu, un tarot de Marseille entre les mains, la version de Jodorowsky là, que j'ai juste fait: «OK, ça a l'air de marcher, c'est sympathique, mais c'est pas du tout pour moi». Donc quand j'ai été voir, Tarot Féministe, je suis tombée assez rapidement sur le site de Little Red Tarot, qui est un site anglais qui vendait à l'époque, maintenant plus depuis le Brexit, mais des tarots indépendants plutôt queer et plutôt antiracistes et qui avait aussi un blog, collectif, très, très riche sur ces questions-là. C'est comme ça que j'ai découvert le Wild Unknown, donc je crois qu'il s'appelle le tarot des mondes inconnus en français, dans sa version française et ça a été le coup de foudre là, je me suis dit: «OK, c'est celui-là». Donc c'est pas le plus fidèle au système du Rider-Waite-Smith, mais je crois que c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de liberté dans les illustrations et comment se les approprier, même si je regardais toujours en ligne des versions plus traditionnelles de la carte ou d'autres versions de la carte. Mais c'est vraiment avec celui-là que j'ai appris. Donc directement les 78 cartes, pour moi 22 cartes, c'était très insatisfaisant. Je faisais trop de choses dans mon cerveau pour, réussir à les coller, je crois que toi tu es vraiment plus spécialiste du Marseille. Moi, je connais pas du tout, c'est vraiment quelque chose je me sens enfermée. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent justement à tirer des choses très riches, mais pas moi. Donc ça c'est mon bébé quoi, c'est le Wild Unknown. Je m'en suis éloignée, mais avec cette créativité à l'époque, c'était assez rare quoi de pas avoir, des choses, plus genrées, plus normées. C'était plus restreint quand même le champ des tarots qu'il y avait moyen de trouver et donc j'ai commencé par là. Entre-temps, en 6 ans, qu'est-ce que ça a évolué et qu'est-ce qu'il y a de la diversité et j'aurais peut-être pas choisi celui-là s'il y avait eu tout ce qu'il y a maintenant, mais je regrette pas la créativité de ce tarot et le fait qu'il sort des sentiers battus parce que ça m'a permis d'être libre dans l'interprétation de comment j'ai appris le tarot. Et, et donc, en fait, tu as plongé directement dans les 78. Mmh. Tu as mis un peu Jodo au placard parce que bon, Dodo, dès que j'ai eu l'occasion de donner mon livre à quelqu'un, j'ai fait: «Tiens, prends». Amuse-toi. et c'était un cadeau empoisonné. Bah là, personne adorait ça. Depuis, je ne parle plus à la personne. Je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais bon. Il y a pas de hasard, il y a pas de hasard. Pour Jodo, on a compris, ça le fait pas. D'ailleurs, tu l'as retaclé à nouveau dans une de tes dernières vidéos, un petit taclage en règle là, Ouais, c'est ça plus fort que moi. ça m'a bien fait rire et c'est vrai, alors juste une petite digression sur Jodorowsky, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire que ce bouquin étant censé, mais comme tu le disais à l'instant, c'était aussi une des seules références, enfin, Mmh mh. il y a une dizaine d'années, il y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Donc Mmh. effectivement, ça semblait être l'ouvrage le plus accessible sur le tarot de Marseille. On en parlait beaucoup, et cetera. Ouais. Bon, voilà, maintenant ça a évolué, on est aussi dans une autre société, bon, il Mmh. a fait son temps, quoi Et maintenant, il y a et beaucoup plus d'autres choses aussi en français. À l'époque, il y avait moins en français, donc c'est aussi le fait oui. que je préfère, lire et suivre des cours en anglais qui Mmh. m'a permis d'avoir accès à tout ça. Si j'avais, galéré avec l'anglais, j'aurais bien dû composer avec cette version du tarot qui est très, qui permet pas d'élargir autant que celle avec lesquelles j'ai décidé d'évoluer, mais ça veut pas dire que les gens évidemment qui apprennent avec Jodorowsky ont pas cette possibilité, hein, mais juste moi c'était vraiment pas possible. Ah ouais, non, mais c'est intéressant par contre de comprendre ce qu'il a fait, de comprendre sa démarche aussi d'apprentissage dans le tarot parce que ça augmente notre palette de compréhension. Mmh mh. Bon, effectivement, il y a des tarologues, qui sont assez clivants comme lui mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir le point de vue, mais comme toi finalement, tu vois? Tu as Ouais. lu son bouquin, tu t'es fait ton opinion. Ah non, mais j'ai pas fini son bouquin, faut pas rêver non plus, hein. Tu l'as pas fini? J'avais pas, ah pardon! C'était beaucoup, beaucoup trop difficile pour moi je m'énervais toutes les pages. Attends, je préserve ma ma relaxation, non, faut pas non plus abuser. Bon, en fait, il a pas fini au placard, il a fini au cachot à la cave, quoi.
Ouais et OK, donc le tarot de Kim Krans, ton premier tarot, c'est vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça, tu vois? Que c'était ton premier tarot. Ouais, Mais c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est un tarot qui est très, très connu, que tout le monde voit de quoi il s'agit, hein. Le Wild ouais. Unknown, il fait partie de des incontournables. Mmh mh. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta pratique? Donc tu as connecté avec tout avec ce milieu-là qui commençait à proposer des créations, artistiques au niveau du tarot. À voir aussi, tu vois, chez les anglo-saxons, ce qui se passait en termes de propositions, liées au tarot. Et et comment tu t'es fait ta salade, en fait? Parce tu as une lecture très particulière du tarot. Comment ça s'est Mmh. fait tout ça? Bah, j'ai à ce moment-là, du coup, Little Red Tarot, ça a vraiment été une révélation pour moi comme site et ce qui existe d'ailleurs encore, elle a un cours qui s'appelle The Alternative Tarot Course Mmh, exact. et c'est un cours par module qui me propose, vraiment de s'approprier les cartes. Donc il y a pas beaucoup de parties théoriques. Elles sont très, très, très succinctes et puis c'est à nous d'aller, découvrir les cartes, d'être au contact avec les cartes et tout. Alors je pense que, Beth, qui fait ce cours-là, elle a pas du tout la même approche et elle lit pas du tout le tarot de la même façon que moi. Mais ça m'a permis de le visiter directement avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté et de pas se sentir enfermé dans une méthode qui je pense est souvent ce qui fait qu'on a du mal à sortir du cadre du tarot qu'on apprend, mais justement, il y avait pas trop de cadre avec elle. C'était directement une invitation, à élargir, à balayer large et surtout à se l'approprier et donc du coup, qu'est-ce qui fait que j'ai développé mon approche? Je pense que c'est surtout nourri de tout ce qui m'intéresse à la base et du féminisme et en dehors de ce cours-là, de tout ce qu'il y avait sur le blog qui était à ce moment-là communautaire. Donc il y avait beaucoup de réflexions, antiracistes, et queer et tout ça sur c'est quoi le tarot et comment on se l'approprie et en réalité, j'ai très vite commencé à tirer les cartes pour d'autres personnes et qui est pas quelque chose que je fais beaucoup maintenant, mais dans ma période d'apprentissage, c'était énorme. Et ça, je pense que ça permet à chaque fois de voir comment les cartes s'appliquent à une diversité de situations, de pas rester justement dans les explications du livret. Donc au bout de quelques mois, je pense même directement, j'étais pas non plus figée dans des livrets ou dans les définitions sur internet, mais plutôt à voir comment à chaque fois on pouvait appliquer les cartes à des situations concrètes, aussi bien les miennes que celles des personnes pour qui je tirais les cartes et ça donne aussi de la liberté parce qu'on peut pas arriver et dire 3 mots clés sur la carte et puis voir comment ça colle avec la situation des gens. Ça il faut nécessairement de la créativité, qu'elle soit, complètement intuitive ou, canalisée ou médiumnique ou bien qu'elle soit plus, au niveau intellectuel, comment on fait des liens entre les cartes et la personne qu'on a avant. Mais j'ai l'impression que c'est plus la pratique du tarot. C'est le tarot lui-même qui m'a fait genre: «Attends, tu peux faire plein de choses». Au début, ouais, au début je tâtonnais évidemment et je tirerais certainement plus du tout les cartes comme je l'ai fait à ce moment-là. Mais même si c'est un support que je j'ai envie de dire, c'est juste un jeu de cartes, il faut pas trop, me placer sur un piédestal et tout. En même temps, il y a vraiment beaucoup de sagesse qui, je pense, m'a été directement, donnée, par le tarot, dans l'usage, du tarot et ça, c'est tout le monde a la possibilité de le faire quoi, d'arriver avec son expérience, se confronter le tarot à sa réalité, aux réalités des autres et puis de pas trop rester dans quelque chose de scolaire, avec les cartes. Même ça, c'est très personnel. Donc ton conseil pour ceux qui débutent, c'est de pratiquer, de commencer à tirer les cartes aux autres, même si c'est pas parfait, on se juge toujours, hein, Mmh mh. ça c'est le truc incroyable et c'est de pratiquer en fait, c'est ça que tu dis? Ouais, je sais pas, tirer les cartes pour d'autres, ça dépend, je crois quand même que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais Mmh. mais de confronter les cartes à des situations, concrètes, en tout cas, c'est toujours c'est toujours un bon plan et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les podcasts et tout pour explorer les cartes et avoir un maximum de vision de ce que les gens peuvent donner et tout ça. Donc c'est de voyager, de pas trop enfermer les cartes entre leurs 4 côtés et tout ça. Il y a tout un mouvement féministe, surtout dans les années 80,
ouais, j'étais en mode alors les cartes, il faut les lire à renverser ou à l'endroit et alors elles ont un ordre, c'est hiérarchique, elles ont leurs 4 bords qui les enferment et tout. Alors là, j'étais en mode: «On va faire des tarots ronds, on va pas les numéroter». Bon, C'est vrai. ça paraît anachronique maintenant de penser, de façon aussi binaire comme on faisait dans les années 80, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de toute la rondeur du tarot, cette espèce de cycle où on peut ramener beaucoup de choses, alors que la structure des 4 côtés du tarot, c'est peut-être le côté un peu oppressif parfois du 4 de l'empereur, par exemple, hein, c'est cette stabilité-là qui peut nous enfermer. Peut-être qu'il y a quelque chose justement là-dedans, ne pas être trop, le tarot entre q 4 murs et du coup, bah, littéralement, j'aime bien prendre le tarot à l'extérieur, par exemple et le confronter, à la nature, aux lieux, aux bâtiments et ça me permet aussi de nourrir tout ça. Ça, on va en parler après parce que c'est quelque chose que tu proposes régulièrement, tu vois, sur, pour ceux qui te connaissent peut-être pas, qui viennent d'arriver sur le podcast, sur Instagram ou même sur tes vlogs, tu emmènes ton tarot à l'extérieur. J'y reviendrai après parce que j'ai une question en tête et avant qu'elle m'échappe, je voudrais te la poser. Mmh. Avec quel arcane tu es le plus connecté? Enfin, tu te sens le plus connecté? Mmh. J'étais vraiment contente de voir l'impératrice qui sortait tout à l'heure. Je crois qu'elle, c'est une de mes cartes, préférées. J'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que le côté, genré, les interprétations classiques des cartes, surtout l'empereur et l'impératrice, et justement le côté qui peut être très contraignant dans le sens sexiste qu'on peut avoir avec l'impératrice et heu, ça m'a mis des années à développer une relation avec cette carte, mais en fait j'ai ma lune en taureau, c'est du coup, c'est c'est une carte, vénusienne et la lune est en exaltation en taureau, donc en même temps, même pour au niveau astrologique, c'est quelque chose qui résonne pour moi. C'est ce côté d'être réceptive et aussi d'être généreuse et de faire ses propres expériences avec ses propres sens et d'écouter le tarot et puis écouter aussi tout ce qu'il y a autour. De pas être dans la hiérarchie, de pas se sentir au-dessus de son tarot ou au-dessus de tout le reste et d'être, dans l'échange, mais il y a cette générosité de l'impératrice qui fait aussi que, faut partager et tout ça et que c'est comme ça que ça vit. J'essaie de faire des pauses des réseaux sociaux et en même temps, c'est un excellent moyen d'échanger avec les gens. Là, je suis revenue ces derniers, jours et je me rends compte à quel point ma pratique du tarot, elle est aussi plus vibrante quand je sais que je vais échanger avec les gens, que je vais ramener mes réflexions, parce que ça m'encourage à aller plus loin. Parfois, je me dis: «Mais c'est tellement horrible de tout ce que tu fais avec le tarot, tu penses déjà comment tu vas pouvoir le partager» et je me sens contrainte par ça. Mais en réalité, il y a aussi quelque chose dans cet échange qui est, partager mes joies avec le tarot et mes réflexions, c'est aussi ça qui nourrit ma propre relation, donc peut-être que je dois être moins en résistance avec ça et accepter cette opulence, cette abondance, le côté très, foisonnant de l'impératrice et justement le côté, elle est pas dans un jardin, encore une fois avec 4 murs et des grillages et tout. Non, non, C'est vrai. il y a pas ces limites-là et puis, bah, l'expérience corporelle du tarot, hem, dans le sens sensoriel, mais aussi corporel et questionner le corps dans le tarot et tout ça, c'est aussi quelque chose, que l'impératrice nous met au défi de faire. Donc il y a cette approche peut-être, écoféministe et puis en même temps, bah, d'essayer de dégenrer au maximum cette carte et donc de pas la lire comme, femme ou féminine ou des trucs comme ça, mais juste de prendre tout le spectre, de ce que nous ramène cet archétype en dehors du côté genré. Donc ouais, non, c'est ma gagnante du moment, l'impératrice. Je vais pas être dans le cliché genre: «Ah la grande prêtresse» ou on aime bien, mais elle stagne un peu parfois. L'impératrice, elle est beaucoup plus mouvante, quoi. Et donc tu emmènes ton tarot à l'extérieur? Ah oui. Yes! Et j'adore ça. Tu peux nous expliquer comment tu fais? En fait, et ça reste un petit peu un mystère pour moi. Est-ce que quand tu vas à l'extérieur comme ça, quand tu partages tes photos ou tes vlogs, est-ce que tu tires une carte qui se propose à toi? Est-ce que tu la choisis? Comment ça se passe? Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que j'ai pas du tout de recette et et que du coup, je peux pas du tout figer ça, dans, c'est d'office que je vais tirer une carte à un moment, c'est d'office que je vais voir avant, c'est d'office qu'un lieu va m'inspirer une carte.
et c'est beaucoup plus fluide que ça. La fluidité de l'impératrice, toujours. Parfois, quand j'ai des grands jeux, je vais tirer les cartes avant de partir en balade et les glisser dans mon carnet. Comme ça, je les ramène avec moi et ça me permet d'être attentive à certains points. Ça va aussi me permettre d'affiner où j'ai envie de partir me balader. Est-ce que je vais aller en forêt ou rester plutôt dans la ville? On a la chance à Bruxelles, on est très proche, on est entouré de la forêt de Soigne, donc c'est pas très compliqué d'aller en forêt avec son tarot. Donc il y a ça, il y a le fait de sortir les cartes et de les tirer, mais pour ça, il faut choisir son tarot parce que c'est pas toujours facile. Là, par exemple, c'est l'hiver, c'est pas évident de s'asseoir ou de s'accroupir et de tirer les cartes sereinement. Donc ça, pour moi, c'est plutôt logistique comme question. J'adore faire ça. Mais voilà, parfois, ça va être juste une carte pour raisonner avec l'endroit. Parfois, ça va être une question directement que je vais poser à une plante ou à un lieu. Ou ça peut être juste quelque chose d'énergétique, quoi, de voir qu'est-ce qui résonne dans ce lieu, et puis je continue à le porter dans ma promenade. Et j'ai l'impression qu'en se promenant, c'est très méditatif pour moi. Et donc, au fur et à mesure de je marche, je marche, je marche, je vais rentrer dans un état plutôt état de conscience modifié, transe, c'est un grand mot, mais quand même, il y a une partie de toutes mes couches de contrôle au niveau du cerveau et d'interprétation qui part. Ou bien mon cerveau, il est en boucle autour de la carte ou d'autres choses, mais à un moment, ça va permettre aussi de tisser des liens et c'est ça qui est intéressant. Voilà, aussi parfois, juste pour la beauté du lieu qui va m'inspirer, je vais tirer une carte qui me fait penser au lieu. Hier, je suis partie au Rouge Cloître, donc c'est une porte d'entrée de la forêt de Soigne à Bruxelles. Et j'avais mon fils Spirit Tarot avec moi. Et j'écoutais sur la route un podcast de Lindsay Mack, qui est une des enseignantes du tarot que j'adore. Et elle parlait du 4 de Pentacle. Puis j'arrive là et le 4 de Pentacle de Fils Spirit, c'est les racines apparentes de très vieux arbres comme ça, dans lesquels il y a des espèces d'horloges. Et du coup, bah, je vois un endroit où il y avait vraiment ce réseau de racines. Et j'avais écouté le 4 de Pentacle, je crois que je venais de finir, oui, 3 minutes avant, je finissais d'écouter le podcast. Et donc, c'est le moment où tu es là et ça te permet de rentrer autrement avec la carte et de juste, bon, je fais les photos parce que je me dis, ça peut être utile à un moment de partager ça. Puis déjà, c'est joli, mais aussi en regardant cet enchevêtrement de racines et oh, un petit sapin qui essaie de pousser, mais qui va jamais pousser là, il n'a pas la place. Qu'est-ce que ça représente par rapport au 4 de Pentacle? Et toutes ces choses me permettent de me connecter à ça. Et là, c'est plutôt le lieu qui va faire résonance avec la carte ou voilà, un peu plus loin, cet endroit où il y a des branches qui sont entassées. Et comme je racontais dans une de mes dernières vidéos, parfois je tire le 10 de Pentacle et je vois ça, le 10 de bâton. Et là, non, j'avais le 10 de bâton en tête, je savais que j'en avais déjà parlé. Et il y avait quelque chose de si fort dans la lumière horizontale de la fin de journée, la brume, parce qu'il fait froid en ce moment et tout. C'était vraiment super impressionnant. Et ça m'habitue aussi à. J'ai pas besoin de sortir avec le tarot pour me balader avec le tarot. J'ai toujours les tarots en tête et une diversité de représentations parce que bah, j'aime bien partager là-dessus, donc j'ai beaucoup de jeux pour pouvoir partager. Et que du coup, même si j'avais pas mon tarot avec moi, ça pourrait me permettre de juste faire un moment de OK, je m'arrête, je me pose, je regarde le lieu, qu'est-ce que ça me dit sur le 10 de bâton ou qu'est-ce que le 10 de bâton a à me dire, mais pas toujours dans un truc super actif où je me pose la question et je réfléchis trop et tout, mais de vraiment, ça c'est encore une fois la réceptivité de l'impératrice, recevoir du lieu en ayant la carte en tête. Voilà. Et C'est super varié, je pense pas que j'ai tout dit. J'aime aussi canaliser des textes avec les cartes quand je suis dans la nature, oui, je tire des cartes, je vois comment ça fonctionne avec les énergies autour, mon sentiment, la météo, des choses très, très bêtes, hein, les oiseaux et tout. Et puis, je me mets dans un état où je réfléchis pas trop, je laisse venir les mots et j'écris en fonction de la carte et aussi de ce que le lieu m'inspire. Ça, c'est ce que je préfère, mais c'est plutôt en été parce que en les été. lieux sont pas très accessibles pour t'installer par terre quand il fait 0 degré et commencer à écrire. C'est pas très confortable là en ce moment, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, un tarologue qui voudrait expérimenter là ce dont on parle? Aller à l'extérieur avec ses tarots quand on n'a jamais fait ça? Par où on peut démarrer cette expérience? Sur les aspects pratiques, je trouve que c'est quand même utile d'avoir un tarot de poche ou un tarot pas trop grand et pas trop lourd parce que ça permet de vraiment le glisser dans sa poche littéralement et de Et le oui. sortir très, très facilement et ça, je trouve que c'est très utile.
et aussi pour pas trop s'encombrer. Et parfois, on est très conscient dans l'espace public de ce qu'on fait ou de comment on le fait, de ce qu'on donne à voir aux gens et tout ça. Donc, de faire ce qui lui convient le mieux si jamais on veut noter notre tirage, que ça peut être dans notre téléphone, ça peut être de l'enregistrer. Donc, d'avoir quand même des choses comme ça qui font qu'on est rassuré. C'est pas si facile de sortir son tarot en public. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est peut-être le truc pratique. Et, par exemple, il y a plein d'applications, d'app, de tarot, et parfois ça peut être aussi plus utile que de sortir son petit tarot en fonction de comment on se sent par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je dirais que pour commencer, le mieux, c'est soit de tirer une carte avant de sortir, et de laisser guider, de dire où elle a envie de nous mener. Mais si ça peut être compliqué, juste de partir à la promenade qu'on avait envie de faire en ayant cette carte-là en tête, ou bien de partir à la promenade prévue et assez rapidement dans la promenade de tirer une carte. Attention, ça c'est toujours casse-gueule d'essayer de la garder en main ou de la glisser comme ça dans sa poche, c'est comme ça qu'on abîme ses cartes, et à un moment, on peut vraiment les abîmer, mais quand même de la garder près de soi, ou d'avoir une petite pochette qu'on peut garder facilement à la main, et juste de pas trop réfléchir à la carte, mais de la garder mentalement ou émotionnellement, intuitivement près de soi en se baladant. C'est ça qui nous habitue à naviguer avec les cartes. Et puis au fur et à mesure, on a des automatismes qui se créent, des choses qui vont nourrir notre rapport au tarot et à la carte. Et les grands tirages, ça, je trouve ça quand même un peu plus compliqué. Je commence plutôt par ce genre de choses, et pas forcément de tirer les cartes tous les 10 mètres, parce que sinon, bah, encore une fois, on sature, on n'est pas trop dans l'intuitif, on n'est pas capable de recevoir. Et donc, je commencerai comme ça, modestement, prendre l'habitude en promenade de tirer une carte avant ou pendant, et puis voilà. Ça peut être très bref, quoi. Sur ta pause de midi, tu vas au parc ou tu vas au cimetière ou quelque chose comme ça, et, et de prendre cette habitude. Est-ce que tu as des tarots d'extérieur? Mais elle est moins lourde. Bah oui, forcément, les formats pocket. Ouais, ou juste vraiment, il y en a qui sont vraiment lourds. Donc Oui, parfois, le format tarot classique, il est bien parce que pour la prise en ouais, main, on va moins laisser les cartes s'envoler. Parfois, les pockets, tu sais, ils sont juste trop légers, c'est vrai. donc voilà, mais quand c'est trop lourd, c'est juste pas possible, ça fait vraiment, vraiment mal. Donc j'ai pas de préférence. Je trouve que les tarots nature ou les tarots genre les oracles sur les plantes, les tarots sur les plantes, parfois ça va être limitant par rapport à tout ce qu'un espace a à te donner. Donc j'aime assez bien les tarots qui sont très généralistes, qui sont pas trop figés dans un univers. Bon, bah, j'en ai plein, donc je peux choisir, parce que bah, ça permet d'être plus surprise. Si tu vas tirer un truc avec les plantes, où tu tires une plante qui est pas du tout locale, comment tu communiques avec le lieu, c'est plus difficile, ça peut être parasitant. Donc j'aime bien les bons tarots généralistes. Je dirais commencer avec ceux avec lesquels on est peut-être le plus à l'aise, c'est pas mal. Mais parfois, j'aime bien aussi, pour moi, pour commencer à avoir une relation avec un tarot, dès que j'en reçois un, je vais dehors avec. Surtout quand c'est une saison Ah! où il y a beaucoup de nature et tout. Et puis du coup, ça me permet déjà d'être attentive aux symboles dans les cartes. Et s'il y a des orties à un moment et qu'il y a les orties dehors, je peux les ramener tout près. Et ça ouvre ma compréhension de la carte, juste de la placer dans un contexte. Bon, j'aime bien la nature, ça doit pas forcément être la nature. Dans la ville, il y a plein de symboliques, partout aussi, et voilà. Je pense que je suis quand même assez fan des fleurs et tout ça. Donc quand je reçois des tarots au printemps ou en été, ils vont dehors tout de suite. Ah bah, tu m'étonnes! Et Non il y mais a des attends, gens qui les chargent qui font des purifications, ou qui vont les oui, charger avec des pierres ou des trucs comme ça, mais moi je pense que c'est les mettre au contact du dehors qui les toi tu leur chargent. fais prendre l'air. Ouais. Là, j'ai trop envie d'aller dehors là avec mes tarots du coup après, mais il fait juste genre 0 degré, mais Mmh. j'ai trop envie d'y aller, tu vois? Par rapport à ce que tu viens de partager. Merci Katou de nous avoir partagé, comment tu faisais prendre l'air à tes tarots et faire connaissance avec eux. C'est vraiment très inspirant, donc merci pour Avec ça. plaisir. J'espère que plein de gens vont sortir leur tarot de leur, petit sac, leur joli petit pochon, et et vont les maltraiter un peu. Bon, a priori, les gens sont moins maladroits que moi, donc c'est pas forcément quelque chose qui abîme les tarots. Allez-y, allez-y, sentez-vous libre. C'est sur cette invitation à nous sentir libres que nous allons clôturer cette première partie avec Katou.
On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où nous allons donc parler de diversité et de représentation au sein du tarot. Je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast. Et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.